Je m'appelle Sylvie Castro, je suis présidente de l'association Communiquer pour vivre depuis, je crois, plus de 40 ans. J'ai créé Communiquer pour vivre afin de mettre du lien entre les personnes, pour mettre ensemble toutes nos richesses, nos qualités et faciliter la communication entre les êtres humains. Mon engagement auprès des victimes de l'ASE est venu après une découverte pendant que je faisais un livre sur les abus sexuels concernant les enfants. J'ai découvert que des personnes étaient placées à l'ASE sans véritable raison. Comment j'accompagne les familles qui prennent contact avec moi? Tout dépend le choix qu'elles font. Si elles veulent être lanceurs d'alerte, mais elles risquent de ne plus jamais voir leurs enfants, ou très peu, ou de moins en moins. Ou alors si elles choisissent la discrétion et la diplomatie, on va dire, pour espérer ouvrir leurs droits et peut-être récupérer leurs enfants. Soit c'est moi qui essaye de les guider, soit je les dirige vers des personnes que je sens plus compétentes que moi sur le plan technique, par exemple. Des personnes qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer nos enfants, quelle attitude à avoir avec la protection de l'enfance. Parce que l'on sait, par exemple, que plus les personnes vont être virulentes pour récupérer leurs enfants parce qu'elles pensent qu'elles sont dans leurs droits, plus leurs droits vont diminuer, comme une peau de chagrin, jusqu'à ne plus voir leurs enfants du tout pendant de très nombreuses années et rompre totalement le lien avec les enfants. La protection de l'enfance, a priori, c'est bien fait pour protéger les enfants qui seraient en véritable danger. Nous avons des enfants qui sont sur des listes d'attente, des enfants qui sont vraiment en danger, qui sont souvent à la rue, qui sont violés, qui sont battus, qui sont perturbés, finalement qui vont être difficiles à placer. Déjà, il manque de familles d'accueil. Ça, c'est une assurance, c'est dit partout, il manque de familles d'accueil. Mais le pire, c'est de manquer de familles d'accueil de qualité pour accueillir les enfants qui sont vraiment en danger ou qui ont été en danger et qui ont été maltraités. Si nous n'avons pas ces familles d'accueil ou les foyers adéquats pour accueillir ces enfants, qui demandent certainement un personnel qualifié et un personnel supplémentaire, eh bien, ils les laissent sur des listes d'attente et ils s'en occupent pas. Alors, comme il faut quand même remplir les foyers et les familles d'accueil, ils ont fait voter des lois qui permettent, simplement avec des petits soupçons, donc des soupçons, rien de prouvé, de faire des placements. En soit parfois inventant des choses qui n'ont jamais existé, ou en prenant un petit élément et en le grossissant à un point que les parents se demandent s'ils deviennent fous, s'ils sont fous, s'ils ont vraiment fait une chose dont ils n'ont pas le souvenir qu'on leur reproche, puisque aucune preuve n'est avancée, mais que ça suffit pour placer des enfants d'abord 6 mois, provisoirement, et puis 1 an provisoirement, et puis 2 ans provisoirement. Ce sont des provisoires qui durent. Pour les personnes qui ne peuvent pas croire qu'il y ait des dysfonctionnements ou même, je dirais, des fonctionnements inversés, nous avons eu un rapport européen, parce que ça ne touche pas que la France, ça touche presque tous les pays européens. Et le résumé de ce rapport rappelle qu'on ne devrait pas placer des enfants contre leur volonté, sauf s'il y a vraiment des éléments d'une gravité tellement extrême qu'il n'y ait pas le choix, et que c'est pas normal de remettre dans des familles malfaisantes, dangereuses, des enfants qu'on a déjà retirés dans ces familles. Et ce sont des choses qui se répètent. La sécurité n'est pas garantie à l'intérieur de la protection de l'enfance. Et ça, c'est un autre problème immense. Comment peut-on enlever des enfants à des parents protecteurs alors qu'on ne peut pas garantir qu'ils soient protégés à l'intérieur de la protection de l'enfance? Déjà, ils ne recevront plus l'amour de leurs parents. On leur inflige une violence là déjà d'emblée. Et d'autre part, on ne peut pas garantir qu'ils ne seront pas abusés sexuellement, qu'ils ne seront pas maltraités. Parce qu'une fois qu'ils sont dans une famille, ils n'ont pas vraiment de tuteur ou quelqu'un à qui ils peuvent se confier extérieur à la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, en priorité, protège son institution. Alors, il y a quand même des affaires qui sortent de temps en temps, mais l'enfant, lui, n'est pas vraiment, il n'est pas à l'abri, il est comme en prison.
C'est vrai que c'est très difficile de l'imaginer parce qu'on peut ne pas comprendre pourquoi. Au premier abord, il n'y a pas de logique. Des personnes ont regretté, par exemple, de s'être adressées à la police quand quelque chose est arrivé parce que la police prévient la protection de l'enfance. Et là, il y a un engrenage qui se met en place, mais qui n'est pas celui qu'on aurait pu attendre de la protection des enfants. C'est impensable. Et donc, je comprends très bien. Et d'ailleurs, la plupart des personnes à qui ça arrive disent « si ça ne m'était pas arrivé, je ne l'aurais pas cru possible ». Bien sûr, il y a, on va dire, des personnes de classe sociale très basse, mais il y a des personnes de classe sociale supérieure, des personnes qui ont fait des études supérieures, des ingénieurs, des professeurs et des gendarmes, enfin toutes sortes de personnes à qui il arrive exactement la même chose et qui ont l'impression d'être pris dans une toile d'araignée. Tout d'un coup, ils se retrouvent au pilori, accusés de 1000 mots qu'ils ne comprennent pas et que les juges acceptent sans plus d'éléments. Je connais beaucoup de familles qui vraiment faisaient le maximum pour que les enfants soient dans les meilleures conditions, aussi bien au niveau scolaire qu'activité extérieure, et qui, une fois qu'ils sont à l'intérieur de la protection de l'enfance, pour beaucoup perdent tous ces avantages qu'ils avaient avec leurs parents. Donc c'est une régression, sans compter la régression liée à la séparation. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque ces enfants ne voient plus leurs parents, on leur fait même croire que les parents les ont abandonnés, pendant que les parents se battent comme ils peuvent pour essayer de les voir, mais des prétextes sont trouvés pour qu'ils ne les voient pas. Ça aussi, c'est inimaginable. Et c'est parce qu'il n'y a pas de vérification, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle que ces choses peuvent exister. Ces enfants, lorsqu'ils sortent de la protection de l'enfance, à moins qu'ils soient tombés dans une famille exceptionnelle, ce qui peut arriver, sont souvent sans formation ou des formations très basiques quand ils en ont. Beaucoup d'entre eux vont se tourner vers la drogue, l'alcool ou se retrouver à la rue. Ils sont très nombreux malheureusement à n'avoir aucun avenir quand ils sortent. Ils ont été privés de l'amour de leurs parents quand c'était des placements injustifiés. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils auraient pu espérer trouver s'ils étaient vraiment malmenés dans leur famille, c'est-à-dire un cadre sécurisant et un cadre qui est aussi affectif. Parce que la protection de l'enfance, depuis de très très nombreuses années, n'encourage pas les personnes qui s'occupent des enfants à leur apporter de l'affection. C'est-à-dire, on doit les élever comme on élèverait, je ne sais pas, une poule peut-être. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner un abri. Les familles qui sont trop affectueuses vont être réprimandées ou on va leur enlever les enfants. Des familles d'accueil qui reçoivent les enfants tout petits se voient parfois retirer les enfants alors qu'ils ont 3 ans, alors qu'ils ont trouvé un équilibre. Et on sait que ça, c'est, on peut dire, criminel, parce qu'on rompt tout le processus de construction de l'enfant qui se fait au travers du parent aimant. Et même si c'est un parent d'adoption, même si ce n'est pas une véritable adoption, ça fait partie de la construction de l'enfant. Et c'est quelque chose qu'on voit se reproduire régulièrement. Donc, ces enfants sont dans des conditions inacceptables pour la majorité, à tout point de vue, qui ne va pas permettre pour ces enfants que ce placement soit, comment dirais-je, rentable à tous les niveaux. Je me rappelle d'avoir lu dans un des derniers rapports qu'on avait interrogé 9 enfants anciennement placés et sur les 9, il n'y en a qu'un seul qui disait que ça lui avait été profitable. 1 sur 9. Alors, le rôle de la justice, logiquement, devrait être de mettre de l'ordre. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un système où la justice française est dépassée par les événements, c'est reconnu, c'est officiel, manque de moyens, et en particulier dans la justice des enfants, la justice de la protection de l'enfance, on s'aperçoit qu'il y a une tonne de dossiers qu'il faut traiter en urgence. Parfois, c'est du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, puis des fois, ça prend 1 an. Ça prend 6 mois pour arriver à des résultats. Enfin, quand je dis des résultats, pas forcément les résultats qu'on attend, mais pour que le juge fasse ses choix. Mais ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas vraiment exercer la justice, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution aujourd'hui. Donc, ils suivent en règle générale, pour, je dirais, 80 à 90%, les demandes des services sociaux. Donc, si les services sociaux demandent à placer des enfants, ils vont placer les enfants. Les avocats sont souvent désespérés de ne pas être écoutés, que leur dossier, des fois, ne soit même pas consulté.
Et là, on arrive à quelque chose qui est tout à fait aberrant et qui est contraire à la justice, c'est-à-dire que là, la justice est très malade. Tous les acteurs de la protection de l'enfance, effectivement, ne sont pas des personnes malveillantes, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que le fonctionnement anormal de cette institution entraîne des comportements anormaux. C'est une sorte de perversité du système actuel. Alors il y a des personnes, des assistantes sociales, des éducateurs qui s'en vont parce que ça leur paraît complètement à l'opposé de ce pourquoi ils ont été formés et de ce qu'ils espéraient faire dans la vie au travers de ces métiers-là. Il y en a d'autres qui s'accrochent, qui restent quand même en se disant peut-être on va quand même arriver à faire quelque chose. Je prends un exemple, j'ai rencontré une dame qui, elle, travaillait directement pour l'ASE, mais elle ne se sentait pas du tout à l'aise par rapport à ce qui s'y passait. Elle a décidé d'ouvrir un lieu de vie, par exemple, pour s'occuper d'enfants qu'on lui enverrait, où elle se sentirait plus libre de mettre en pratique ce qu'elle avait appris et ce qu'elle souhaitait faire, vraiment pour apporter quelque chose à ces jeunes. Il y a vraiment, un fonctionnement qui va entraîner des personnes qui ont besoin de pouvoir, qui sont à l'aise avec ça, des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants non plus, avoir des attitudes malveillantes, rabaissantes, un langage que l'on retrouve sur la France entière et qui, je dirais, embourbe les victimes. Donc il n'y a pas une communication saine en règle générale. Mais il y a dans certaines associations, et parfois à l'ASE, des personnes qui quand même s'accrochent pour essayer de rester bienveillantes et d'être correctes. Malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, quand elles font des rapports qu'elles jugent corrects, on leur demande de modifier ces rapports ou on modifie leurs rapports. Donc ça va à un moment, mais souvent elles finissent par se décourager ou trouver, comme cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, une autre voie où elles vont vraiment s'épanouir et ne pas devenir folles à leur tour, devant l'incapacité, l'impossibilité de mettre leur talent au service de la jeunesse. L'inspecteur général des affaires sociales, Pierre Nave, a confirmé que 50% des placements étaient abusifs, donc non justifiés. C'est un chiffre énorme lorsque l'on sait que ça recouvre plus de 8 milliards de dépenses. Et là, ce chiffre a déjà quelques années et donc on peut sans doute rajouter peut-être 1 milliard ou 2, je ne sais pas, mais ça vaudrait le coup de le savoir, sachant que ce sont nos impôts et que c'est triste de savoir que nos impôts ne sont pas utilisés véritablement autant que ça le devrait à la protection de l'enfance. Il y a la commission des comptes, la Cour des comptes qui a aussi parlé de l'opacité au niveau des finances. L'IGAS, l'inspecteur général des affaires sociales, et je pense en particulier à Pierre Navès, qui avait fait un travail extraordinaire d'analyse de la situation avec tous les éléments qu'il a pu récupérer, qui a fait des propositions très saines et lui-même reconnaît que rien n'a bougé. Il y a une force d'inertie absolument fabuleuse et il y a sans doute une raison à ça, et comme dans les films policiers, à qui profite le crime, si je puis dire. Comme les médias s'en mêlent pas, du coup on ne donne pas non plus l'information de ces rapports. Et donc ça reste un petit peu secret tout ça. Et il n'y a que nous qui voulons que les choses se sachent, qui essayons de les faire connaître. Les médias ne parlent pas donc de ce fléau, quasiment pas. Et j'ai eu l'occasion dernièrement d'interroger un journaliste. Beaucoup de journaux, de télévision sont dans les mains de très très peu de personnes et il semble que ces personnes, ce que m'a confirmé ce monsieur, souhaitent qu'on ne fasse pas de vagues. Il ne faut pas que ça rejaillisse sur l'État en place, donc on ne dit rien. Simplement, on peut parler des chiens écrasés, d'une chose qui arrive comme ça, mais au sujet des institutions, c'est le silence, c'est le silence assourdissant. Il y a des journalistes qui sont indépendants et qui essayent de faire passer des informations, mais on leur trouve toujours des raisons pour leur dire non. Des associations sont arrivées un peu à se faire entendre et sur l'opacité du fonctionnement financier et autres des structures de la protection de l'enfance. Et apparemment, sous la direction de M. Taquet, il y a eu des personnes qualifiées, cette fois-ci, parce que ce n'est pas toujours le cas, qui ont été placées dans différents endroits pour observer ce qui se passe de l'intérieur, voir les dysfonctionnements
et voire même les fonctionnements illégaux qui peuvent avoir lieu. Donc ça, effectivement, ça pourrait être un progrès si on laisse ces personnes travailler parce qu'elles rencontrent des difficultés phénoménales. On voit bien qu'il y a une résistance à ouvrir le fonctionnement à des yeux objectifs pour voir vraiment ce qui se passe. Donc il y a encore un gros travail à faire, mais on peut dire que c'est une avancée. Alors je collabore principalement avec des responsables d'associations, avec des victimes aussi de longue date qui ont de l'expérience, malheureuse expérience, et parfois des enfants aussi ou des anciens enfants qui ont vécu ces placements. Je collabore aussi avec des élus, mais qui malheureusement se révèlent très impuissants. Mais c'est important toujours dans l'idée de la communication, de l'information, d'être en contact avec toutes ces personnes-là, même si elles n'ont pas les moyens de débloquer des situations, en tout cas pas actuellement. Même si elles essaient de faire des choses, que ce soit par des nouvelles lois ou que ce soit par des interventions directement avec la protection de l'enfance ou même avec des contacts avec les juges. Mais c'est très bloqué. L'objectif de la pétition est multiple. D'une part, d'informer sur ce sujet qui est très peu connu et qui n'est pas du tout relayé par les médias. Et d'autre part, de permettre aussi de contacter des personnes qui sont encore très isolées et qui, au travers de cette pétition, s'aperçoivent qu'elles ne sont pas seules. Et ça permettait aussi à des personnes qui travaillent dans la protection de l'enfance ou des personnes qui ont travaillé dans la protection de l'enfance ou des victimes de prendre contact ou de s'exprimer par les commentaires qu'on peut trouver dans cette pétition qui sont très nombreux. Alors, le dernier événement que j'ai organisé pour mettre en contact des personnes, que ce soit des victimes, des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé à la protection de l'enfance, ou des présidents d'associations, des médecins, cet événement a eu lieu récemment autour d'un homme qui s'appelle Ziad Ali Edari, franco-iranien, artiste, qui a ses enfants placés depuis 11 ans et qui ne les voit plus depuis 7 ans. Il fait partie de ses parents protecteurs, il ne lâche pas courageusement parce qu'il est dans son droit, mais son droit n'est pas reconnu. Il a été reconnu par 2 fois, mais peut-être même plus, par des juges, mais la protection de l'enfance a réussi par je ne sais quel stratagème à faire que ces enfants soient encore dans leur mur. Et donc ce monsieur a bâti une pyramide en bois, une sculpture donc de sa fabrication que nous avons dédiée à toutes les victimes de la protection de l'enfance. Et quand je dis toutes les victimes, je pense même à tous les travailleurs sociaux qui témoignent de ces choses anormales, que ce soit des enfants qui ne mangent pas à leur faim, que ce soit des rapports corrigés dans le mauvais sens. Donc là, à cette occasion, nous avons pu nous retrouver tous ensemble, des personnes qui venaient du sud de la France, qui venaient même de Belgique, de Paris, d'Angers, ont pu se parler entre elles, s'encourager, créer des liens. Pour m'aider, et je dirais pour aider tous ceux qui se battent aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Ce qu'on peut faire, c'est communiquer de plus en plus sur ce terrain. Et je dirais que les personnes qui ne connaissent pas ce sujet s'informent, acceptent de s'informer. C'est comme dans le viol des femmes, le viol des enfants. Plus on maintient le secret, moins on avance. Plus on dit les choses, plus on les raconte, plus on donne des éléments factuels, plus les consciences s'ouvrent à ce qui se passe vraiment dans notre pays des droits de l'homme. Pour moi, la communication doit être mise au service de l'être humain pour apprendre à mieux nous aimer, à mieux nous entraider, à mieux penser nos blessures. La communication ne doit pas être au service de l'argent et du pouvoir, sauf si ce pouvoir est donc là pour nous servir et travailler à la protection des plus faibles, que ce soit les enfants, les parents, les personnes âgées, les handicapés, parce qu'on n'en a pas parlé. Là aussi, il y a un mot que je voudrais rajouter. Beaucoup de familles se voient dépossédées de leurs enfants ou de leurs parents handicapés. Donc il y a des parents qui ne peuvent plus rencontrer leurs enfants, qu'ils soient adultes ou mineurs. Et ça, c'est désespérant et c'est anormal. Aujourd'hui, je continue mes combats pour aider à informer, communiquer et créer du lien entre les êtres humains. C'est vraiment
quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Et j'ai une devise, c'est « L'amour est fait du désir de comprendre ». Et je crois que je vais finir sur ces mots-là.